Bonjour à tous, je suis professeur certifié de mathématiques dans l'enseignement public et je souhaite par cette vidéo témoigner des agissements de harcèlement moral que je subis de la part de l'administration depuis 5 ans. L'affaire a démarré en mars 2014 et nous sommes aujourd'hui en mars 2019. Durant cette période de 61 mois, j'ai subi une soixantaine d'attaques de la part de l'administration. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les 20 premières attaques qui ont été exercées par l'administration sur ma personne entre mars 2014 et février 2015. En mars 2014, je suis enseignant titulaire dans un lycée public d'enseignement général et technologique situé en France métropolitaine. J'enseigne les mathématiques dans 2 classes de seconde générale et technologique, dans une classe de première technologique et dans une classe de terminale S. Et à la fin du 2e trimestre, je rentre mes notes, mes coefficients de notes et mes appréciations écrites concernant les élèves de la classe de terminale S dans mon compte informatique personnel Pronote. Entre le 15 et le 17 mars, l'administrateur du logiciel Pronote dans mon établissement entre à mon insu dans mon compte personnel Pronote pour y effectuer des modifications. Cette personne annule les coefficients de certaines de mes notes de façon à rehausser la moyenne générale de mathématiques de près de 2 points sur 20 pour la classe de terminale S. Alors, cette personne agit à mon insu, sans m'en informer et sans me demander mon accord. Elle effectue ces modifications sans aucun fondement pédagogique, uniquement pour rehausser la moyenne de mathématiques de près de 2 points. Après avoir modifié mes moyennes, cette personne verrouille l'espace informatique correspondant de façon à ce que je ne puisse plus moi-même modifier ces moyennes. Je découvre ces falsifications de mes moyennes dans le cadre du conseil de classe qui a lieu le 17 mars. Ce jour-là, lorsque je rentre dans la salle, le proviseur qui préside ce conseil de classe et qui est l'administrateur du logiciel Pronote annonce qu'il décide de retirer certaines notes de mathématiques de la moyenne du 2e trimestre de façon à rehausser la moyenne générale de la classe. Il oublie de dire en passant que, en procédant de la sorte, une élève de la classe de terminale S se trouve lésée, voit sa moyenne diminuer et voit sa place rétrogradée de la place 12 à la place 22 sur 24 élèves. Donc son rang est rétrogradé de 10 unités par ce trucage des moyennes opéré par le proviseur dans le but de rehausser la moyenne globale de la classe de près de 2 points. Durant ce conseil de classe, le proviseur discrédite ouvertement mon système de notation des élèves. Il estime que je note mes élèves trop sévèrement et que les moyennes que je produis ne sont pas révélatrices du niveau réel des élèves. Donc il s'adresse au conseil de classe
et non pas à moi personnellement. Et il dit « Monsieur devra revoir son système de notation des élèves ». Alors évidemment, moi je suis très choqué par ces propos, car j'estime que mon système de notation est irréprochable, il est extrêmement précis et rationnel. Je fournis à mes élèves mon barème au quart de point près, écrit sur l'énoncé de chaque évaluation, de sorte que chaque élève puisse savoir comment je répartis les points sur 20 au quart de point près. J'ai toujours agi de la sorte, de façon à être extrêmement transparent vis-à-vis de mes élèves concernant ma manière de les noter. Et malgré cette rigueur et cette objectivité de mon système de notation, eh bien le proviseur décrète que je note les élèves de façon injuste et qu'il me faut revoir mon système de notation. Enfin, lorsque c'est mon tour de parler, puisque chaque enseignant parle à tour de rôle pour exprimer ce qui lui semble important de dire concernant sa matière, donc quand c'est mon tour de parler, je commence mes propos, mais le proviseur me coupe rapidement la parole. Il me dit « Je vous censure, passons à l'enseignant suivant ». Donc cette expérience de conseil de classe est pour moi une expérience très violente et douloureuse, puisque je vois mes moyennes falsifiées arbitrairement par le proviseur. Je vois mon système de notation arbitrairement discrédité par le proviseur devant les enseignants, mais aussi devant les parents délégués et les élèves délégués qui étaient aussi présents dans ce conseil. Et je vois enfin ma parole censurée. Devant cette hostilité que le proviseur affiche ouvertement à l'encontre de ma personne, je suis dans un état de choc, de stupeur, de sidération. Et dans cet état, mon réflexe est de me protéger. Et je cherche à ne pas entrer en conflit avec le proviseur dans le conseil. Donc je me tais et je laisse le proviseur exprimer ses idées, même si dans mon fort intérieur, je n'y adhère absolument pas. Je me dis que si le proviseur décide de falsifier mes moyennes, c'est sa responsabilité et il devra seul en assumer les conséquences. Le mois suivant, le 12 avril 2014, je reçois un courrier électronique de la part du proviseur où il m'interdit formellement d'utiliser la langue anglaise dans mon enseignement des mathématiques. Alors pour comprendre le contexte, j'avais donné, les semaines précédant ce courrier électronique, quelques heures de mathématiques en anglais dans mes 2 classes de seconde générale et technologique et dans ma classe de terminale S. J'avais effectué ces expériences pédagogiques de ma propre initiative dans un cadre pédagogique très précis. Il s'agissait d'introduction à des chapitres. Pour la classe de seconde, il s'agissait de l'introduction aux notions de probabilité. Et pour la classe de terminale S, il s'agissait de l'introduction aux intégrales et où j'étais amené à faire calculer aux élèves des aires extrêmement simples comme l'aire
d'un rectangle ou l'aire d'un triangle ou l'aire d'un trapèze, de façon à introduire la notion d'intégrale, considérée comme l'aire sous une courbe. Donc, durant ces heures d'enseignement, il n'y avait pas de notion nouvelle introduite aux élèves. Il s'agissait de notions qu'ils connaissaient déjà des années précédentes, et de ce fait, j'avais eu l'idée d'effectuer ces introductions en anglais. Et les séances s'étaient très bien passées, les élèves avaient été enthousiastes. Malgré le succès de ces séances, le proviseur m'a envoyé ce mail me demandant de ne plus réitérer ces expériences. Alors là, je considère que c'est une intrusion dans ma liberté pédagogique, puisque en tant que professeur, j'ai le droit de mettre en œuvre les programmes d'enseignement conformément à ma conscience pédagogique, et j'ai le droit de montrer l'interaction des mathématiques avec d'autres champs disciplinaires. Je peux montrer que les mathématiques sont par exemple en lien avec la physique ou la chimie, et donc utilisées dans le cadre de mon enseignement de mathématiques, quelques notions de physique ou de chimie que les élèves connaissent déjà. De la même manière, je peux très bien effectuer quelques fragments d'enseignement en anglais, à condition évidemment que ça ne dépasse pas quelques heures pour la totalité de l'année, quand les notions présentées aux élèves sont des notions qu'ils connaissent déjà. Je précise que je n'ai pas enseigné plus de 4 heures en anglais pour la classe de seconde, et de même pour la classe de terminale. Je n'avais aucunement l'intention d'enseigner plus de 4 heures en anglais sur la totalité de l'année scolaire. Et j'avais choisi donc de faire une semaine concentrée en anglais, et qui s'était très bien passée, et je n'avais pas l'intention de poursuivre en anglais. Dès que les notions nouvelles apparaissaient sur le plan mathématique, j'ai repris mon enseignement en français. Donc la demande du proviseur m'interdisant d'utiliser la langue anglaise me semble une demande inappropriée qui porte atteinte à ma liberté pédagogique. Un mois plus tard, le 13 mai 2014, était prévu le deuxième bac blanc pour la classe de terminale S au 3e trimestre. Vers 7h55, j'étais dans la salle d'examen. J'avais déposé sur les tables les copies pour la composition de l'épreuve qui allait durer 4 heures, de 8h à midi. J'avais aussi posé les feuilles de brouillon pour les élèves et j'attendais l'arrivée des élèves. Je m'étonne de ne pas les voir venir. Alors je monte dans le hall et là, on m'explique que l'épreuve de mathématiques n'aura pas lieu. Cette épreuve qui pourtant était prévue depuis longue date, ce jour-là, 13 mai, de 8h à midi, eh bien on m'informe qu'elle n'aura pas lieu car les élèves de terminale ont fait la fête dans la nuit du lundi au mardi et ils ont reçu l'ordre de la part du proviseur de nettoyer les saletés et réparer ce qu'ils peuvent des dégâts qu'ils ont causés durant la nuit. Alors moi je suis assez étonné parce que ce nettoyage des abords extérieurs du lycée aurait pu très bien être effectué le mercredi après-midi, là où les élèves n'ont aucune activité pédagogique prévue dans leur emploi du temps. Et ils pouvaient donc tout à fait passer l'épreuve de mathématiques le mardi matin, comme cela était prévu. Mais le proviseur en décide autrement et considère que la priorité est de nettoyer les abords du lycée, qui ont été
salis par les élèves dans la nuit du lundi au mardi. Et le proviseur décide de reporter l'épreuve de bac blanc du mardi matin au mercredi après-midi. Ainsi, le lendemain, mercredi 14 mai, les élèves de terminale S se retrouvent avec 3h30 d'épreuve de physique-chimie le matin, cette épreuve était prévue dans l'emploi du temps, et l'après-midi, ils enchaînent avec l'épreuve de mathématiques de 4 heures. Ça veut dire que sur la seule journée du mercredi, les élèves ont eu 7h30 d'épreuve de sciences exactes. Et pour les élèves qui bénéficiaient du tiers-temps supplémentaire, cela leur faisait 10 heures d'épreuve de sciences exactes. Donc j'ai été assez choqué par la décision du proviseur d'opérer de la sorte, car je considère quand même que la priorité dans un lycée, c'est de faire travailler les élèves comme l'emploi du temps le prévoit, et non d'aller passer son temps à nettoyer les abords extérieurs du lycée. D'autant que cela pouvait très bien être fait le mercredi après-midi, où les élèves n'ont pas cours. Mais j'accepte la décision du proviseur sans m'affronter à lui, et donc je me rends au lycée le lendemain après-midi, mercredi, pour surveiller l'épreuve de 4 heures de bac blanc de mathématiques pour la classe de terminale S, qui normalement aurait dû avoir lieu le mardi matin. Le mois suivant, le 3 juin 2014, j'écris de ma main les moyennes trimestrielles dans les livrets scolaires pour la classe de terminale S. Et je signe ces moyennes dans la case réservée à cet effet, qui est une case réservée aux professeurs. Je précise que les livrets scolaires sont des documents administratifs officiels que l'administration du lycée envoie au jury du bac par l'intermédiaire du rectorat. Et ces documents administratifs sont utilisés par le jury du bac pour l'aider dans sa prise de décision concernant l'octroi du bac et éventuellement l'octroi d'une mention pour chaque élève de terminale. Le lendemain, le 4 juin, le proviseur me convoque dans son bureau et me demande de modifier les moyennes que j'ai écrites dans les livrets scolaires de façon à les rendre identiques aux moyennes qu'il a produites sur mon compte Pronote. Alors là, il faut bien que je précise que les moyennes qui figurent sur mon compte Pronote ont été modifiées par le proviseur. En fait, c'est uniquement la moyenne du deuxième trimestre qui a été modifiée. Les moyennes du premier et troisième trimestre n'ont pas été modifiées par le proviseur. Et là, le proviseur, en fait, me demande de modifier la moyenne du deuxième trimestre que j'ai écrit dans les livrets scolaires pour la rendre identique à la moyenne du deuxième trimestre que le proviseur a produite sur mon compte Pronote. Et de ce fait, le proviseur me demande aussi de modifier la moyenne annuelle que j'ai écrite dans les livrets scolaires pour qu'elle soit égale à la moyenne engendrée par les 3 moyennes figurant sur mon compte Pronote. Alors je refuse, je lui dis non. Ce n'est pas parce que le proviseur décide de modifier arbitrairement ma moyenne du deuxième trimestre sur mon compte Pronote que moi, je dois répercuter cette modification dans les livrets scolaires. Chacun sa responsabilité. Moi, je suis responsable des moyennes que j'écris et que je signe dans les livrets scolaires, et il me semble évident
que les moyennes que je dois écrire sont les moyennes que j'ai produites sur mon compte Pronote et non les moyennes modifiées par le proviseur. Et cela me semble d'autant plus évident que dans le livret scolaire, il est écrit que l'évaluation chiffrée doit faire apparaître la progression de l'élève au cours des périodes qui rythment l'année scolaire. Avec mes propres moyennes, j'avais constaté que pour 9 élèves, il y avait une progression entre le 2e et 3e trimestre. Et cette progression est transformée par le proviseur en une régression. De même, j'avais constaté pour 5 élèves une régression entre le 1er et 2e trimestre. Cette régression est transformée par le proviseur en une progression. Donc, en gonflant artificiellement la moyenne du 2e trimestre, le proviseur a transformé des progressions en régression et des régressions en progression. Cela n'a évidemment aucun sens. Et moi, il était important que dans les livrets scolaires, j'écrive mes propres moyennes pour montrer la progression réelle de l'élève au cours des 3 trimestres, comme cela est stipulé de façon précise dans le livret scolaire. Donc je réponds au proviseur qu'il est hors de question pour moi de modifier les moyennes que j'ai écrites dans les livrets scolaires. Et je confirme ce que je lui ai dit oralement dans son bureau le 4 juin par une lettre que j'ai déposée à son secrétariat le 10 juin et que j'ai envoyée le même jour en recommandé avec accusé de réception. Le 11 juin 2014 a lieu le conseil de classe pour la classe de Terminale S du 3e trimestre. Lors du pré-conseil de classe, où les parents délégués et les élèves délégués ne sont pas encore présents, où donc seuls les enseignants sont présents avec le proviseur qui préside la séance, eh bien le proviseur me demande, devant les enseignants présents, de modifier les moyennes de notes que j'ai écrites dans les livrets scolaires pour les rendre identiques aux moyennes qu'il a produites sur mon compte Pronote. C'est-à-dire qu'il me demande exactement la même chose que ce qu'il m'avait demandé le 4 juin dans son bureau. Alors j'avais pourtant été très clair. Je lui avais répondu que je ne modifierais pas les moyennes que j'avais écrites dans les livrets scolaires et je lui avais confirmé par écrit le 10 juin. Et donc le 11 juin, malgré ma réponse que je lui avais déjà formulée, il me repose la même question, mais cette fois-ci dans le cadre d'un pré-conseil de classe où les enseignants sont présents. Alors évidemment, moi je lui réponds la même chose, c'est-à-dire non, je ne modifierai pas les moyennes de notes que j'ai écrites dans les livrets scolaires et je m'explique de façon pédagogique avec la question du respect de la progression de l'élève au cours des périodes qui rythment l'année scolaire, qui doit apparaître dans le livret scolaire. Et malgré le bien fondé pédagogique de mon positionnement, le proviseur prend très mal ma réponse et me dit « Prenez vos affaires, sortez de cette pièce, vous êtes exclu de l'établissement. » Alors je commence à rassembler mes affaires, je me lève, et tout en étant debout, je continue à avoir quelques échanges avec le proviseur, au terme desquels je me rassois et je décide de rester dans le conseil de classe.
Le lendemain, le 12 juin 2014, le proviseur modifie lui-même les moyennes de notes que j'ai écrites dans les livrets scolaires, en utilisant du blanco. Il efface donc les moyennes pour le deuxième trimestre que j'avais écrites, il les remplace par les moyennes qu'il a lui-même produites sur mon compte Pronote, et de ce fait, il modifie aussi la moyenne annuelle que j'avais écrite dans les livrets scolaires. Et le proviseur signe en dernière page du livret, dans l'espace qui lui est réservé, mais ma signature, elle, reste à côté des notes de mathématiques qui ont été modifiées par le proviseur. Alors je découvre ces modifications de mes moyennes dans les livrets scolaires de façon tout à fait fortuite, le lendemain, 13 juin, car les livrets scolaires étaient restés sur une table en salle des professeurs, et je les avais consultés, j'avais constaté qu'à la page des mathématiques, mes moyennes avaient été modifiées avec du blanco. Et j'ai bien vu que c'était le proviseur qui avait effectué ces modifications, puisque sa signature apparaissait à la fin du livret, avec la date du 12 juin 2014. Un mois plus tard, nous arrivons à la fin de l'année, c'est le 2 juillet, et ce jour-là se tient la réunion de bilan de fin d'année scolaire, où tous les enseignants sont conviés. Cette réunion est présidée par le proviseur. Et au début de la séance, le proviseur nous informe que 2 élèves de seconde que nous avions eus en tant qu'enseignants iront en première S à la rentrée de septembre 2014, malgré l'avis défavorable émis par le conseil de classe concernant ces 2 élèves. En effet, ces 2 élèves avaient un niveau qui semblait insuffisant au regard des enseignants pour pouvoir passer en première S, et les enseignants avaient de façon unanime émis un avis défavorable au passage de ces élèves en première S. Mais les parents de ces élèves ont fait appel de l'avis défavorable émis par le conseil de classe et ont obtenu gain de cause, et le proviseur nous informe donc que ces élèves iront en première S l'année suivante. Alors, devant cette information, j'ai voulu réagir, car cette situation que des élèves vont en première S malgré l'avis défavorable émis par le conseil de classe était une situation qui me semblait mériter commentaire. Donc j'ai voulu m'exprimer sur cette situation, mais le proviseur m'a coupé la parole car manifestement il ne souhaitait entendre aucun commentaire de la part des enseignants sur ce passage des élèves en première S. Il voulait simplement nous en informer, mais il ne voulait pas en débattre. Alors le proviseur me coupe sèchement la parole et il va jusqu'à me dire « Je vous interdis de prendre la parole pour tout le reste de cette réunion ». Alors on était au tout début de la réunion qui allait durer près de 2 heures. Et donc dès le début de la réunion, le proviseur, devant tous les enseignants présents, me dit « Je vous interdis de prendre la parole, vous avez besoin de vous faire aider ». Ce sont les termes qu'il emploie. Alors, je ne sais pas bien ce que signifie le fait de me faire aider. Il me semble que je suis tout à fait capable d'exprimer avec lucidité mes idées et je n'ai pas besoin d'aide pour cela. Mais le proviseur décide donc de censurer ma parole pour le restant de la réunion.
Après cette réunion, nous allons à l'extérieur du lycée pour écouter un discours prononcé par le proviseur concernant le départ à la retraite d'une professeure de français qui a enseigné de nombreuses années dans le lycée. Durant ce discours public, où beaucoup d'enseignants étaient présents, mais aussi des familles, le proviseur fait allusion à moi en disant « Un enseignant maladroit a dit à un élève qu'il n'arriverait à rien dans la vie. » Alors là, il s'agit de propos diffamatoires prononcés publiquement, car je n'ai jamais dit à un élève qu'il n'arriverait à rien dans la vie. Et le fait de me qualifier d'enseignant maladroit me semble tout à fait inopportun de la part du proviseur dans le cadre d'un discours public. Le lendemain, 3 juillet 2014, je reçois un courrier électronique de la part du proviseur où il me convoque pour un rendez-vous chez le médecin du travail. Et il motive ce rendez-vous en prétendant que je serai en conflit avec tout le monde au lycée. Il considère que je suis en conflit avec tous les élèves, avec tous les enseignants, avec tous les parents, et aussi avec lui. Alors s'il est exact qu'il y a eu un conflit entre moi et le proviseur concernant les modifications de mes moyennes dans les livrets scolaires que j'ai refusé d'opérer de ma main et que le proviseur a été contraint, selon lui, de faire de sa propre main, je ne suis pas pour autant en conflit avec tous les élèves, avec tous les enseignants et tous les parents. Mais c'est ce que prétend le proviseur et de ce fait, il me convoque chez le médecin du travail. Alors je précise que ce médecin du travail, je l'avais déjà vu le 10 avril 2014 pour ma prise de poste et le rendez-vous s'était très bien passé. Et le médecin avait conclu à l'absence de contre-indication médicale au poste de travail. Alors je me rends à ce rendez-vous le 9 juillet 2014, donc je retrouve le même médecin du travail, et je lui explique que s'il est exact qu'il y a eu un conflit entre moi et le proviseur concernant des falsifications de mes notes dans les livrets scolaires, je ne suis pas pour autant en conflit avec les élèves, avec les parents d'élèves ou les enseignants. Et le médecin comprend la situation et en arrive à la même conclusion que celle qu'il avait eue en avril 2014, c'est-à-dire l'absence de contre-indication médicale au poste de travail. Le 19 août 2014, je reçois une décision implicite de refus de la part de l'administration à une lettre que j'avais écrite le 17 juin. Dans cette lettre, je m'adressais au proviseur et je lui demandais de rétablir les moyennes de notes que j'avais écrites dans les livrets scolaires pour la classe de terminale S. Et en refusant de répondre à cette lettre, eh bien, le silence gardé pendant 2 mois à la lettre a engendré une décision implicite de refus. Donc le 19 août, le proviseur a refusé de rétablir les moyennes de notes que j'avais écrites dans les livrets scolaires.
Le 30 août 2014, je reçois une seconde décision implicite de refus de la part de l'administration. Le 26 juin, j'avais écrit au rectorat pour lui demander de transmettre au jury du bac mes propres moyennes pour la classe de terminale S. Et en gardant le silence pendant 2 mois, le rectorat a refusé de transmettre mes moyennes de mathématiques au jury du bac. En septembre 2014, j'aborde la rentrée scolaire sereinement. Mon service d'enseignement est un petit peu différent. J'ai maintenant une classe de seconde générale et technologique, une classe de première S et 2 classes de terminale technologique. Et je décide de ne pas alimenter en moi de ressentiment à l'égard du proviseur. Je pars sur de nouvelles bases avec l'espoir que cette fois-ci, le proviseur me laissera tranquille. Mais cette disposition positive que j'ai pour l'année scolaire 2014-2015 n'est pas partagée par le proviseur. Il souhaite en fait se venger par rapport aux oppositions que je lui ai exprimées durant l'année scolaire précédente concernant les moyennes de notes dans les livrets scolaires. Et pour se venger, il va exercer de multiples pressions sur ma personne pour me contraindre de quitter mon travail. Alors, la première démarche qu'il va avoir, c'est de trouver un appui auprès de l'inspection. Donc, il va demander à l'inspection à ce que je sois inspecté durant l'année scolaire 2014-2015. Et cette inspection aura bien lieu le 5 février 2015. Alors, je précise qu'il n'y avait pas a priori nécessité que je sois inspecté durant l'année scolaire 2014-2015, puisque la dernière inspection que j'avais eue s'était déroulée le 20 mars 2013, donc elle était assez récente, et l'inspecteur de l'époque n'avait pas du tout émis l'idée qu'il était nécessaire que je sois réinspecté dans les 2 années suivantes. Mais le proviseur va demander à ce que je sois inspecté durant l'année scolaire 2014-2015 et il va essayer de donner à l'inspecteur l'image la plus négative possible de moi en tant que professeur avant son arrivée au lycée. Et le proviseur va, pour ce faire, récolter des lettres de plainte contre moi, écrites par des parents et par des élèves. Et il va les envoyer à l'inspection. Alors j'ignorais que des lettres de plainte étaient écrites sur moi, car mon enseignement se passait de façon tout à fait normale. Je n'avais pas de problème particulier, ni avec les élèves, ni avec les parents d'élèves. Et j'apprendrai beaucoup plus tard qu'en fait, à partir de novembre 2014, des lettres de plainte ont bel et bien été écrites contre moi par des parents et par des élèves, et que ces lettres ont été envoyées en tout ou partie à l'inspection par le proviseur. Alors pour vous montrer de quelle lettre il s'agissait, je vais vous donner l'exemple d'une lettre datant du 14 novembre 2014 que j'ai pu obtenir longtemps après. Donc c'est une lettre qui est écrite par 2 parents d'élèves et qui est adressée au proviseur. Et
où les parents me fustigent en tant que professeur de mathématiques en classe de première S. Alors, je vous lis quelques extraits de cette lettre. Ils écrivent que l'attitude de ce professeur démontre un manque de qualité professionnelle requise pour enseigner. Ah, ils y vont fort. La pédagogie de monsieur nous coûte 100 € par mois de cours particuliers. Nous pensons qu'il existe un réel climat de confiance entre les parents et l'équipe du lycée. Il serait dommage que cela soit détruit uniquement par un professeur. Ses parents m'accusent d'avoir dit aux élèves « Vous n'êtes qu'une classe de S de merde ». Alors là, tout ce que je dis, c'est entre guillemets, c'est vraiment les mots qui ont été écrits par ses parents dans cette lettre. Ses parents m'accusent de ne pas corriger en classe les exercices que je traite en classe. Ses parents prétendent que j'ai dit que chaque élève devait bénéficier de cours particuliers en mathématiques. Et enfin, ses parents m'accusent de produire des résultats catastrophiques. Alors moi, je ne me retrouve absolument pas dans ces allégations écrites par ses parents, et il me semble que cette lettre n'est rien d'autre qu'une lettre de dénonciation calomnieuse. Pour vous donner simplement l'exemple concernant les résultats prétendument catastrophiques, je précise qu'à la date du 14 novembre 2014 où cette lettre est écrite, la moyenne de mathématiques en classe de première S était de 9,0 sur 20. J'avais fait 3 devoirs surveillés, chacun de 1 heure, en classe de première S. Un premier devoir concernait les fonctions du second degré. Un deuxième devoir concernait les variations d'une fonction. Et le troisième devoir portait sur la dérivation. Et quand je faisais la moyenne de ces 3 devoirs surveillés, j'obtenais une moyenne globale de la classe de 9,0 sur 20. Alors, prétendre que cette moyenne est catastrophique, il me semble là que l'adjectif catastrophique est tout à fait exagéré. Je pense qu'il est important de réserver l'adjectif catastrophique pour des circonstances qui le justifient. Vous pouvez dire, par exemple, que les conditions de vie imposées aux animaux dans l'élevage intensif sont catastrophiques. Vous pouvez dire que la manière dont les animaux sont traités dans les abattoirs est catastrophique. Vous pouvez dire que la disparition de la biodiversité sur la planète Terre est catastrophique. Vous pouvez encore dire que le fait qu'un élève sur 10 subisse à un moment ou à un autre de sa scolarité du harcèlement de la part de ses camarades au sein de l'institution scolaire, c'est un fait catastrophique. Mais dire qu'une moyenne de 9 sur 20 en mathématiques pour une classe de première S, c'est une moyenne catastrophique, il me semble là que l'adjectif est tout à fait exagéré. Alors je précise que ses parents pouvaient très bien me rencontrer si mon enseignement posait un problème selon eux. Au lycée, 2 réunions parents-professeurs sont organisées chaque année et les parents peuvent donc rencontrer individuellement les enseignants qu'ils souhaitent. Et que si les dates de ces 2 rencontres ne conviennent pas aux parents, chaque parent peut, à tout moment dans l'année, prendre rendez-vous avec un enseignant
pour échanger sur l'enseignement et sur les résultats d'un élève. Je n'ai jamais refusé de rendez-vous de parents qui m'aient été demandés. Mais je n'ai jamais rencontré ces parents auteurs de cette lettre. Donc, l'attitude de ces parents qui expriment des affirmations mensongères dans mon dos et qu'ils envoient au proviseur, c'est une attitude de lâcheté qui me semble tout à fait inappropriée et qui dessert le système éducatif français. Alors voilà le genre de lettres que le proviseur récoltait à mon insu en novembre 2014. Et il va les envoyer à l'inspection pour donner à l'inspecteur qui allait venir me voir en février 2015 l'image la plus négative possible de moi en tant que professeur de mathématiques. Alors cette démarche du proviseur est tout à fait illégale car elle contrevient au code des relations entre le public et l'administration. En effet, dans ce code, vous avez l'article L311-3 qui stipule que toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ces observations à l'égard des dites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. Donc ça veut dire que si le proviseur voulait utiliser ces lettres de plainte qu'il a reçues concernant ma personne, eh bien, il aurait dû au préalable me les soumettre pour que je puisse écrire mes observations sur ces lettres et que ces observations soient annexées aux lettres. Mais il n'en a rien été. Le proviseur ne m'a jamais informé de l'existence de ces lettres ni de leur contenu. Il les a envoyées directement à l'inspection sans me les soumettre. En envoyant ces lettres de plainte à l'inspection, le proviseur contrevient également à l'article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration. Selon cet article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les lettres de plainte entrent dans le cadre de cet article. En effet, ces lettres de plainte portent une appréciation ou un jugement de valeur sur ma personne qui est nommément désignée. Et ces lettres de plainte font également apparaître le comportement d'une personne. Alors même si je n'ai pas eu ce comportement dans la réalité, il n'empêche que ces lettres font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne. Donc d'après cet article, ces lettres ne sont communicables qu'à l'intéressé qui est moi-même. Je suis la seule personne intéressée dans ces lettres. Et l'inspection a le statut de tiers vis-à-vis de ces lettres et non pas le statut d'intéressé. Donc le proviseur n'était pas habilité à envoyer ces lettres à l'inspection. La seule personne qui pouvait recevoir ces lettres, en dehors du proviseur, c'était moi-même. Le 20 novembre 2014, le proviseur me convoque dans son bureau et m'accuse de tenir des propos insultants ou dégradants à l'égard des élèves et il me demande de m'expliquer. Alors là, moi, je ne vois absolument pas de quoi il s'agit, donc je lui demande de me donner des exemples et il est incapable de me donner un seul exemple de ce qu'il affirme. Donc il s'agit de propos diffamatoires tenus dans son bureau. En discutant avec le proviseur, on en arrive à trouver un moment où j'aurais dit aux élèves
que les résultats qu'ils avaient obtenus en mathématiques, en première S, étaient au-delà de mes espérances. Et le fait de m'être exprimé de cette manière aurait été interprété par certains élèves comme une insulte. Alors que, en fait, je voulais dire que j'étais content des résultats obtenus par les élèves et que l'interprétation que certains élèves ont pu faire de ce que j'avais dit était un malentendu. Mais il est intéressant ici de voir l'attitude du proviseur qui aurait pu très bien, dans le cadre de cette rencontre du 20 novembre, me parler de l'existence des lettres de plainte qu'il avait reçues et de me soumettre ces lettres pour que je puisse les lire et que je sache exactement ce qui était écrit sur moi. Mais le proviseur n'a pas du tout agi de la sorte. La lettre du 14 novembre que le proviseur possédait, eh bien, le proviseur ne m'en a absolument pas parlé et donc j'ignorais que des parents m'avaient fustigé de la sorte par écrit. Le 4 décembre 2014, le proviseur m'écrit et m'envoie une lettre officielle dans laquelle il m'accuse de manquement à mes obligations professionnelles constitutives d'une faute de service. Et il joint cette lettre à mon dossier personnel administratif d'enseignant. Alors, le proviseur faisait allusion au remplissage du cahier de texte électronique. Depuis son tableau de contrôle sur le logiciel Pronote, il n'était pas en mesure de voir mon cahier de texte électronique rempli sur mon compte personnel Pronote. En fait, dans mon compte personnel Pronote, je remplissais le cahier de texte électronique, mais pas dans le bon espace. Donc en fait, toutes les données de mon cahier de texte étaient dans mon compte Pronote, mais pas au bon endroit. Et de ce fait, le proviseur n'était pas en capacité de voir le remplissage de mon cahier de texte électronique. En fait, il s'agissait simplement d'un problème d'ordre informatique. Il y avait juste un transfert de données à faire d'un espace à un autre de mon compte Pronote. Mais au lieu simplement de m'en parler et de régler le problème d'un point de vue informatique, le proviseur a préféré m'envoyer cette lettre où il m'accuse de manquement à mes obligations professionnelles constitutives d'une faute de service. Alors ça montre bien ici l'état d'esprit du proviseur qui cherche à exprimer son hostilité à mon égard. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 2014, je reçois un courrier électronique très obscur provenant du proviseur où il me parle d'une affaire obscure que je ne comprends pas. Et à la fin de son courrier électronique, il m'écrit « Je vous demande de nous rassurer sur votre aptitude à exercer en milieu scolaire. » Alors là, déjà, je ne comprends pas la demande parce que je ne sais pas à quelle personne il veut faire allusion quand il dit « nous rassurer ». Quelles sont les personnes que je dois rassurer? Je ne sais pas, ce n'est pas explicité dans son mail. Et d'autre part, le mail m'attaque très personnellement et remet en cause de façon tout à fait arbitraire mon aptitude à exercer en milieu scolaire. Donc c'est un mail très incisif qui m'attaque. Et dès le lendemain, le 11 décembre, j'écris au proviseur par lettre envoyée en recommandé avec avis de réception. Et je lui demande d'abord si ce mail provient bien de lui ou s'il ne s'agit pas d'un spam. Et dans le cas où ce mail vient bien de lui, je lui demande de le reproduire sur une lettre officielle de façon à ce que je puisse lui répondre de manière officielle.
et je ne reçois aucune réponse de la part du proviseur à ma lettre du 11 décembre. Quelques jours plus tard, le 18 décembre 2014, je constate en salle des professeurs que ma boîte aux lettres est condamnée. Elle est fermée à clé, la clé est retirée et donc il ne m'est plus possible de l'ouvrir pour accéder aux courriers postaux qui me sont adressés au lycée. Je suis donc amené à demander au service technique du lycée de casser la serrure de ma boîte aux lettres de façon à pouvoir l'ouvrir et de pouvoir ainsi accéder à mon courrier. Alors je ne sais pas quelle est la personne qui s'est amusée ainsi à condamner ma boîte aux lettres. C'est peut-être le proviseur lui-même ou peut-être une personne qui appartient à sa petite cour. Alors, durant les vacances de Noël, je réfléchis aux derniers événements qui se sont produits au lycée et j'en arrive à la conclusion que le proviseur cherche véritablement à me nuire et je commence un petit peu à comprendre son jeu. En fait, il cherche à me fragiliser au maximum en perspective de l'inspection qui allait avoir lieu le 5 février 2015. Durant ces vacances de Noël, je commence à contracter des symptômes physiques qui montrent le stress dans lequel j'étais, compte tenu de l'hostilité récurrente que je subissais de la part du proviseur. Donc j'ai commencé à avoir une douleur importante au niveau de l'épaule droite et j'ai commencé à avoir de l'eczéma au niveau des paupières. Donc, ce sont des symptômes physiques tout à fait inhabituels chez moi et qui montraient l'état de stress causé par le harcèlement que je subissais de la part du proviseur. Et je décide qu'à la rentrée de janvier 2015, je n'adresserai plus la parole au proviseur et que je n'aurai plus aucun contact physique avec lui, c'est-à-dire que je refuserai même de lui serrer la main. En fait, la dernière fois que je lui ai dit bonjour et que je lui ai serré la main, c'était le 19 décembre 2014. Et depuis cette date, je n'ai plus jamais adressé la parole au proviseur et je ne lui ai jamais plus serré la main. Alors à la rentrée de janvier 2015, je suis amené de façon tout à fait fortuite à croiser le proviseur dans les couloirs ou en salle des professeurs. Cela se produit notamment le 6 janvier, le 29 janvier et le 6 février. Et à ces trois occasions, j'applique la décision que j'ai prise durant les vacances de Noël, à savoir d'ignorer le proviseur. Alors le proviseur le prend très très mal, il me crie dessus, il me dit « Je suis votre supérieur hiérarchique, vous devez me saluer ». Donc il prend très mal le fait que je l'ignore. Tant pis pour lui. Le 5 février 2015 a lieu l'inspection qui avait été demandée par le proviseur. Alors l'inspection en elle-même se passe très bien. Je suis inspecté en classe de première S, puis en classe de seconde. Et durant ces séances, les élèves se comportent très bien. Je suis très content de mon enseignement. Et durant l'entretien qui suit ces 2 heures enseignées devant les élèves, la première partie de l'entretien avec l'inspecteur concernant l'enseignement des mathématiques et la pédagogie se passe globalement bien. Enfin, je n'ai rien ici de particulier à dire sur les échanges d'ordre pédagogique que j'ai pu avoir avec l'inspecteur. Mais dans la deuxième partie de l'entretien, l'inspecteur décide d'aborder les différends
que j'ai eue avec le proviseur. Et l'attitude de l'inspecteur me déçoit beaucoup car l'inspecteur prend parti en faveur du proviseur. Il essaye de me faire passer l'idée que je dois me soumettre en toutes circonstances aux injonctions du proviseur, et l'inspecteur me menace même d'une inspection administrative si le conflit qui m'oppose avec le proviseur perdure. Donc je suis très choqué par le positionnement de l'inspecteur qui semble oublier qu'un enseignant harcelé n'a pas à se soumettre aux injonctions de la personne qui le harcèle. Durant cet entretien, l'inspecteur m'apprend l'existence des lettres de plainte qui ont été écrites contre moi par des parents. Jusqu'alors, j'ignorais totalement l'existence de ces lettres. Et c'est l'inspecteur qui va m'en parler, et il va notamment me lire l'extrait de cette lettre du 14 novembre, dans laquelle des parents prétendent que j'ai dit aux élèves « vous n'êtes qu'une classe de S de merde ». Mais l'inspecteur me présente les accusations qui sont écrites sur moi comme si elles étaient vraies. C'est-à-dire que l'inspecteur ne cherche pas à remettre en cause la véracité de ces allégations. Et je suis à nouveau très choqué, car cette attitude de l'inspecteur est tout à fait contraire à l'esprit scientifique. Lorsque des affirmations sont écrites, rien ne prouve a priori qu'elles sont vraies. Il faut vérifier par des faits objectifs. Et l'inspecteur n'a absolument pas enquêté pour savoir si le contenu de ces lettres était vrai ou pas. Il a postulé qu'elles étaient vraies et que je devais changer mon attitude. Donc l'attitude de l'inspecteur vis-à-vis de ces lettres de plainte est tout à fait inappropriée et comme le proviseur, il utilise ces lettres de plainte en violant le code des relations entre le public et l'administration, puisque à aucun moment il ne m'a demandé d'écrire mes observations sur ces lettres, de façon à ce que ces observations puissent être annexées aux lettres avant toute utilisation des lettres. Quelques jours plus tard, le 13 février 2015, vers 13h25, je me dirige depuis le parking vers la porte d'entrée principale du lycée pour rentrer puisque j'ai un cours à donner à une classe de terminale technologique à 13h30. Et au moment où je m'approche de la porte d'entrée, le proviseur se positionne et m'empêche d'entrer. Je suis donc contraint à faire demi-tour et à me diriger vers une autre porte d'entrée située à quelques dizaines de mètres. Alors le proviseur me suit sur quelques mètres et me dit dans mon dos « Je vous engage à rentrer chez vous ». Donc là, cette injonction me semble tout à fait inappropriée puisque j'ai un cours à donner à 13h30. Donc le proviseur n'est pas autorisé à m'empêcher d'entrer sur mon lieu de travail pour donner les enseignements qui sont inscrits à mon emploi du temps. Et c'est bien ce que le proviseur a fait en m'empêchant d'entrer par la porte principale du lycée et en m'exprimant l'injonction de rentrer chez moi alors que j'ai un cours à donner 5 minutes plus tard. Le 16 février 2015, le proviseur m'écrit et m'envoie une lettre dans laquelle il m'accuse de manque de respect à son égard et de manquement à mon devoir d'obéissance hiérarchique. Il voulait faire référence aux quelques fois où je l'avais croisé dans les couloirs ou en salle des professeurs et où je l'avais ignoré. Alors je précise que
mon positionnement à l'égard du proviseur n'est pas un positionnement de manque de respect. Il s'agit d'un positionnement de protection vis-à-vis du harcèlement que je subissais de la part de ce proviseur. Et c'était au proviseur de comprendre le message que je voulais lui transmettre en refusant de lui adresser la parole. Par mon positionnement, je voulais lui expliquer que je n'étais pas dupe du jeu de harcèlement qu'il exerçait sur moi depuis déjà plusieurs mois, et je lui exprimais l'idée que je ne voulais plus alimenter ce jeu de harcèlement. Et le proviseur l'interprète comme un manque de respect à son égard. Et là, je crois que le proviseur s'égare totalement. Le proviseur avait envoyé cette lettre à l'inspection et à sa hiérarchie administrative. Alors, je n'ai pas répondu directement au proviseur à sa lettre, mais j'ai répondu à l'inspection et à sa hiérarchie administrative. Dans ma lettre de réponse, j'ai énuméré tous les agissements de harcèlement moral que je subissais de la part de ce proviseur depuis mars 2014. Et je n'ai pas reçu de réponse en retour. Le lendemain, 17 février 2015, après avoir donné un cours de mathématiques à une classe de terminale technologique, je me dirige vers 12h30 vers la porte principale de sortie du lycée pour rentrer chez moi. Et au moment où je m'approche de la porte pour sortir, le proviseur s'interpose et m'empêche de sortir. Alors je fais demi-tour, j'emprunte un couloir pour me diriger vers une autre porte de sortie située à quelques dizaines de mètres. Et le proviseur me suit sur une bonne dizaine de mètres dans ce couloir et me profère des menaces dans mon dos. Et les derniers mots que j'ai entendus de lui, c'est « Si vous vous présentez au conseil de classe lundi, je vous ferai évacuer ». Alors, il faisait référence au conseil de classe du lundi 9 mars 2015, où je devais être présent en tant que professeur de mathématiques pour la classe de première S. Donc il me dit « Si vous vous présentez au conseil lundi, je vous ferai évacuer ». Alors ce sont les derniers mots que j'ai entendus de la bouche du proviseur, puisque je ne l'ai jamais revu depuis. Alors, j'ai assuré mes cours normalement jusqu'aux vacances d'hiver et j'ai quitté définitivement le lycée le 20 février 2015. Durant les vacances d'hiver, j'ai consulté un coach et je lui ai raconté toute l'histoire que je viens de décrire dans cette vidéo. Et après m'avoir attentivement écouté, le coach m'a suggéré de me mettre en arrêt de travail. Il considérait que la priorité, c'était de me protéger et que je devais à tout prix couper ce lien de harcèlement que je subissais de la part du proviseur. Alors, j'avais des symptômes physiques, puisque j'avais de l'eczéma sous les paupières en réaction au harcèlement que je subissais de la part du proviseur. Heureusement, ma douleur à l'épaule avait disparu suite à ma décision de ne plus dire bonjour au proviseur, donc de ne plus lui serrer la main. Eh bien, ma douleur à l'épaule a disparu, heureusement, mais l'eczéma sous les paupières augmentait. Et cet eczéma était l'expression d'un stress important en réaction au harcèlement que je subissais de la part du proviseur. Donc je me suis mis en arrêt de travail pour 3 semaines
à compter du 9 mars 2015, qui était la date du conseil de classe de première S, duquel le proviseur avait l'intention de me faire évacuer. Compte tenu de l'hostilité de l'administration à mon égard, qui a tout mis en œuvre pour m'empêcher de reprendre mon travail, j'ai été contraint de poursuivre mes arrêts de travail, qui finalement ont été transformés en un congé pour maladie professionnelle imputable au service. Le 12 mars 2015, j'ai demandé la protection fonctionnelle qui m'a été accordée le 31 mars 2015 par application de l'article 11-4 de la loi Leport du 13 juillet 1983. Alors je vous rappelle cet article. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Alors, l'administration m'a accordé la protection fonctionnelle le 31 mars 2015, mais elle ne l'a pas mise en œuvre. Par cette protection fonctionnelle, j'attendais que l'administration reconnaisse les faits que je viens de vous décrire dans cette vidéo. J'attendais que l'administration reconnaisse le harcèlement que j'avais subi de la part du proviseur pendant 1 an et qui m'avait contraint de quitter mon travail. Et j'attendais une réparation financière du préjudice que j'ai subi du fait des agissements de harcèlement moral exercés par le proviseur. Et j'attendais enfin que l'administration arrête ces attaques à mon encontre. Eh bien, il n'en a rien été. L'administration n'a reconnu aucun des faits que je viens de vous décrire dans cette vidéo. Elle n'a aucunement reconnu le harcèlement que j'ai subi de la part du proviseur. Elle ne m'a versé aucun centime en réparation du préjudice que j'ai subi. Et elle a poursuivi ses attaques à mon encontre pour m'empêcher de reprendre mon travail. Dans cette affaire de harcèlement, l'administration a pris parti en faveur du proviseur qu'elle a cherché à protéger et couvrir. Les attaques de l'administration à mon encontre se sont poursuivies après que je me sois mis en arrêt de travail. Par exemple, le 3 juillet 2015, le proviseur a produit et signé une fiche de notation administrative illégale me concernant, où il m'attribue une note administrative inférieure à la note minimale autorisée pour mon échelon. Vous savez que chaque enseignant a un échelon qui correspond grosso modo à son ancienneté, et pour chaque échelon donné, la note administrative doit appartenir à un certain intervalle. Et le proviseur m'a attribué une note qui est inférieure à la note minimale autorisée par mon échelon. En fait, la note qu'il m'a attribuée correspondait à la moyenne des notes pour un enseignant ayant un échelon de 2 unités inférieur au mien. En procédant de la sorte, c'est comme si le proviseur me rétrogradait près de 10 ans en arrière dans ma carrière. Et le problème principal de cette note qu'il m'a attribuée, c'est qu'elle m'empêchait de pouvoir passer à l'échelon suivant. Parce que pour pouvoir passer à l'échelon suivant, il faut déjà que ma note actuelle soit dans l'intervalle de mon échelon actuel.
Donc le proviseur a retardé mon passage à l'échelon suivant en m'attribuant une note administrative illégale. Bien, alors j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je rappelle ici les agissements de harcèlement moral que j'ai subis de la part du proviseur entre mars 2014 et février 2015. Il y a eu une remise en cause arbitraire de mon système de notation des élèves, une falsification de mes moyennes de notes, des censures de ma parole et des humiliations lors des conseils de classe et des réunions pédagogiques, des atteintes à ma liberté pédagogique, une modification aberrante d'emploi du temps, des menaces d'exclusion de l'établissement et d'un conseil de classe, des menaces de convocation à l'inspection, des accusations diffamatoires prononcées en réunion publique et dans le bureau du proviseur, une convocation arbitraire chez le médecin du travail, une utilisation illégale de lettres de dénonciation calomnieuse, une manipulation de diverses personnes à mon encontre, des élèves, des enseignants, des parents, mais aussi l'inspecteur de mathématiques, le médecin du travail, des accusations pour manque de respect et pour manquement à mes obligations professionnelles constitutives d'une faute de service, une remise en cause arbitraire de mon aptitude à exercer en milieu scolaire, le barrage de la porte principale du lycée pour m'empêcher d'entrer et de sortir, et enfin une notation administrative illégale. Bien, j'espère que cette vidéo contribuera à dénoncer et combattre le phénomène de harcèlement moral qui sévit dans l'enseignement public. Et j'espère que cette vidéo contribuera à défendre le respect de la personne humaine qui doit prévaloir dans le système éducatif français.